Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mylène, je vais avoir 35 ans, je suis maman de 3 enfants, 14, 12 et 9 ans. Et aujourd'hui, et comme de nombreux Français, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. J'ai pourtant été très active en termes de contestation sociale à l'époque où le mouvement des Gilets jaunes est né. D'ailleurs, tous ceux qui me connaissent très bien savent et disent que dans une vie antérieure, pour ceux qui y croient, je faisais partie de ces gens avec les fourches devant l'Élysée, c'est pas pour rien. C'est que j'ai toujours été très consciente de l'injustice que les gens vivaient. Et j'ai toujours eu cette force d'âme et physique de m'insurger pour porter la parole de ceux qui ont peur, de ceux qui n'osent pas, de ceux qui n'ont pas le temps, parce qu'on est tellement pris dans tellement de malversations, de choses qui font qu'aujourd'hui les gens n'arrivent même plus à porter leur parole, à prendre le temps de le faire. Enfin, c'est quelque chose de dingue. Même si dans mon fort intérieur, je me dis parfaitement que si tu as envie de le faire, tu trouves le temps de le faire. Bref. Donc j'explique les choses. J'ai fait plein de choses dans ma vie. À mon jeune âge, j'ai essayé plein de choses et rien ne fonctionne aujourd'hui. Rien. Je suis née dans un milieu rural, en Auvergne, dans le Cantal, d'accord ? Près d'Aurillac, Saint-Flour. Je suis née au milieu de fermes, d'agriculteurs que j'aime, qui vivent une chose absolument... Bref, je suis née au milieu de tout ça. J'ai grandi au milieu des animaux, des chèvres. Donc moi, j'avais 3-4 ans, j'allais donner le bibi aux chevreaux pour aider ma grand-mère. Qui avait son restaurant, en plus d'avoir ses chèvres, hein, donc qui produisait son fromage et tout ça, mais qui, en plus de ça, donc avait son grand jardin, et puis son restaurant pour offrir des produits de qualité aux gens qui venaient manger chez elle. Ma grand-mère, sachez-le, qui s'appelle Claudette, pour laquelle on a fait une chanson qui passe encore sur les radios aujourd'hui. Ma grand-mère, voilà, pour parler d'elle, de son restaurant, de la qualité de ce qu'elle faisait, de l'amour qu'elle avait pour les gens, qu'elle servait. Mon grand-père qui est accordéoniste. Donc, voilà, j'ai vécu cette ruralité, et pourtant je suis jeune, je l'ai vécu, j'ai vécu les bals musettes, j'ai vécu toute cette solidarité dans les campagnes. Voilà. Donc, je suis partie de l'Auvergne. Mon papa avait essayé d'avoir une vie un peu meilleure parce que c'était tellement difficile que quand il s'est retrouvé avec ses 3 enfants, il a cherché à avoir une vie meilleure. Lui qui est devenu fromager, artisanal, d'accord ? Je précise parce qu'il y a plusieurs fromagers. Il y a le fromager industriel qui appuie sur des boutons, et puis il y a le fromager artisanal comme mon papa, d'accord ? Comme mon papa qui vit avec les cheptels qui sont assassinés, qui est en contact direct avec ces vaches, d'accord ? Qui se bat et qui est sous la contrainte jour après jour avec des cahiers des charges qui dépassent l'imagination des consommateurs, parce que vous n'avez pas idée du travail de tous ces gens-là, d'accord ? De la fatigue, de comment ils sont brisés. Mon papa travaille 6 jours sur 7, d'accord ? Il a 54 ans, il est brisé. Brisé. Opération de la colonne vertébrale, hernie, je vous raconte pas, les canals carpiens. Le métier de fromage artisanal est extrêmement physique, comme tant d'autres dans la profession agricole, hein, d'accord ? Mais comme tant d'autres dans d'autres secteurs, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous parle de ce que je connais. Je ne me permettrai pas de parler au nom de ce que je connais pas. Voilà. Je vous parle de ce que je sais, de ce que j'ai vécu. J'ai accompagné mon papa, qui voulait nous faire comprendre à nous, ses enfants, ce qu'était son métier, ce que les gens autour de lui
vivaient, le pourquoi du comment le fromage coûtait cher, le pourquoi du comment la viande française coûtait cher, le travail qu'il y avait derrière, l'investissement, la fatigue, le sacrifice, parce que je l'ai dit dans une vidéo dans laquelle je m'énervais un petit peu, mais on parle bien de sacrifice de la part de tous ces gens-là. C'est réel, c'est pas, c'est une vocation déjà d'une part, mais c'est surtout un sacrifice. Voilà. Et donc moi, quand j'accompagnais mon papa depuis le plus jeune âge, qui nous prenait avec lui pour aller travailler, pour voir ce que c'était que la fabrication d'un fromage, comprendre ce qu'on avait dans l'assiette, pourquoi c'était précieux. Donc, j'ai grandi là-dedans. J'ai été consciente et informée et éduquée dès le départ au respect de tous ces gens-là et des valeurs que la France rurale porte en son sein. Et donc, déjà, j'ai vécu la fatigue dans les journées de travail que je passais avec mon papa. Et aussi, j'étais tous les jours amenée à aller de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que mon papa travaillait, donc pendant 18 ans, il a travaillé dans ce cheptel, d'accord, qui s'appelle, j'espère qu'ils m'entendront peut-être un jour, le GAEC Kovna, à Saint-Jouard, qui était un endroit fabuleux dans lequel je garde d'excellents souvenirs. Marcel et Cécile, si vous m'entendez. Voilà. Donc, je passais mon temps dans ce lieu-là, qui était donc une ferme avec à peu près 80 vaches laitières, abondance. Et c'était des gens qui, donc, comme je le disais dans une autre vidéo, quand les gens pensent que, quand ils disent « Oh, mais de toute façon, les vaches, vous allez les tuer à la fin, donc je vois pas pourquoi vous pleurez », mais vous n'imaginez pas, en fait. Vous n'imaginez pas. C'est l'amour que ces gens ont pour leurs animaux, comment ils s'en occupent, comment ils s'inquiètent, les moyens qu'ils donnent, la merde dans laquelle ils se trouvent quand il leur arrive des pépins. Mais vous imaginez même pas leur vie, quoi. Vous n'imaginez pas. Moi, j'avais entre 6 et 15 ans, 16 ans, parce que après je suis partie, et je vous l'expliquerai après, à l'université en ville à Montpellier. J'ai quitté la Haute-Savoie pour aller à Montpellier, d'accord. Donc j'ai été, pendant toutes ces années-là, pendant toute ma jeunesse, pendant toute mon enfance et mon adolescence, donc j'ai vécu avec ces gens-là, j'allais, donc quand mon papa faisait des choses sur lesquelles je ne pouvais pas l'aider, eh ben j'en profitais toujours. Donc il y avait la ferme, donc collée à la fromagerie. Mon père était le seul fabricant, il était le seul ouvrier producteur pour faire le fromage, d'accord. Et derrière, donc, il y avait ses patrons, Marcel et Cécile, donc qui s'occupaient des vaches depuis déjà bien avant l'arrivée de mon papa, qui lui arrivait déjà à 3h30 du matin, 6 jours sur 7, d'accord. Et eux étaient déjà là avant, parce qu'il fallait s'occuper des vaches, les soigner, ce qu'on appelle, contrôler que les génisses ou les vaches qui étaient en train de véler, c'est-à-dire donner naissance, allaient bien, nettoyer les box, leur donner à manger, leur fournir les soins s'il y avait besoin de leur fournir des soins, si elles avaient un sabot blessé ou peu importe. Donc eux, ils étaient déjà là bien avant, quand nous, on arrivait à 3h30 du matin. Quand je parle de sacrifice, c'est réel. Vous n'imaginez pas. Voilà. Et donc, ces vachounes qui arrivent donc en salle de traite, d'accord, à laquelle on va mettre un peu de musique, parce que c'est bien connu, la musique détend les vaches, ça leur fait du bien, du coup elles sont plus productives, lait de meilleure qualité, donc voilà. Mais après ça, nous sommes des meurtriers, des assassins, voilà, on n'aime pas nos animaux, enfin bref. Donc moi, quand j'étais en salle de fabrication avec mon papa, il y avait juste un mur, une paroi qui séparait la salle de fabrication de mon papa, donc mon papa en Haute-Savoie qui produisait du reblochon, de la raclette, de l'abondance et de la tome fermière. Avec un cahier des charges, mais vous n'imaginez même pas la complexité du cahier des charges qu'il devait tenir. Chose que les industriels n'ont pas à faire. Donc des gens qui produisent des millions de litres, c'est-à-dire que s'il y a une bactérie, et vous le savez,
Vous l'avez déjà tous vécu, les rappels de produits, la listeria, et ci, et là, bref, vous l'avez déjà tous vécu, c'est déjà arrivé à tout le monde, vous savez à quel point, quand une bactérie va dans une cuve qui fait tant de millions de litres, ça impacte beaucoup plus qu'un petit producteur fermier qui produit sur 1000 litres, c'est-à-dire, pour des abondances, une dizaine d'abondances, par exemple, qui pourtant, eux, sont soumis à des cahiers des charges et des obligations et des normes, mais qui dépassent l'entendement. Enfin, bref. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais je suis obligée quand même de le stipuler. Et qu'on lâche pas, parce qu'ils ont des contrôles tous les mois. Tous les mois. Enfin bref, c'est une dinguerie. Donc ce petit mur qui sépare mon papa producteur de ses patrons, avec leurs vachounes derrière qui sont en train de traire, d'accord ? Qu'on entend s'exprimer dans la salle de traite. Et moi, en fait, j'aimais beaucoup quand mon papa faisait des choses sur lesquelles je ne pouvais pas l'aider parce que ça nécessitait beaucoup de force physique. Ou alors d'avoir des produits pour désinfecter tout ce qui était moule, cuve et tout ça, très dangereux. Parce que c'est de l'acide, donc on nettoie avec de l'acide pour qu'il n'y ait vraiment aucune bactérie qui survive. Donc moi, je partais, du coup, aller voir les petits veaux. Voilà. Je partais aller faire un coucou à toutes les vachounes. Je partais aider Angélique et ses parents. Je partais aider Marcel et Cécile. Donner un peu de foin. Nettoyer quelques box. Donner une petite caresse sur le museau des petits veaux qui venaient de naître. Pleurer quand on perdait un veau. Voilà. Parce que ça arrive et c'est triste. Voilà. Et croyez pas que les paysans ne sont pas tristes quand ils perdent un veau. C'est faux. C'est très triste. Et on le vit mal. Voilà. Donc voilà, et j'ai vécu aussi les montées en alpage, quelque chose qui est absolument fabuleux, que tous les citadins ne connaîtront jamais, ce qui est incroyable, une montée en alpage. C'est magnifique, c'est magique, ça nous rapproche de la nature, ça nous rapproche de l'animal. C'est quand on prend les bêtes et qu'on monte tous avec des dizaines et des dizaines de personnes, on les monte, on les suit, avec leurs belles cloches, leurs fleurs autour du cou. C'est beaucoup de solidarité, c'est un moment de partage, on est en communion avec la nature aussi. Donc, on connaît nos montagnes, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et puis, on mange là-haut sur place. On a une vue magnifique dans les hautes montagnes, avec les lacs, avec tout ça. Enfin, vous n'imaginez pas ce que c'est cette vie-là. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Bref, mais c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement énergivore, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement moral et physique. Donc moi j'ai vécu cette vie-là, et puis mon papa qui voyait déjà comment ça c'était en train de se dégrader, que son métier n'était plus reconnu, qu'il fallait se battre en permanence, que il voyait tout ça en fait. Tout disparaître, l'artisanat, le savoir-faire français, l'industrie française, l'agriculture, tout en train de s'effondrer, d'accord ? Donc lui, il le vivait en plein fer. Et il a été aussi dans l'aviaire, puisque en parallèle, il faisait aussi le foie gras, n'en déplaise à certains, voilà, le foie gras artisanal toujours, à la main. Donc voilà, il travaillait 7 jours sur 7. Mon papa, 7 jours sur 7. Bref. Pour faire plaisir sur les tables à Noël des Français qui sont bien contents d'avoir du foie gras sur leur table. Ok ? Donc voilà, Bref, et donc mon papa qui voyait tout ça, m'a dit, quand j'ai souhaité rejoindre le milieu, ne fais surtout pas ça. Ne fais surtout pas ça, tu as les capacités de faire des études supérieures. Il pensait à ce moment-là que faire des études supérieures allait me sauver. Il s'est planté. Il s'est planté royal. Donc, j'ai fait des études supérieures parce que j'avais les capacités intellectuelles d'arriver à faire des études supérieures. Donc, j'ai fait une licence de langue étrangère en chinois, russe, italien, français, anglais à l'université. Donc, je suis partie à Montpellier. Et là, j'ai été confrontée au premier problème. L'université en France. Déjà, ça commençait à être compliqué. Voilà. Le problème des étudiants qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à la moitié de leurs études, parce qu'il y a tellement de difficultés financières que on est obligé de travailler à temps plein pour pouvoir s'en sortir, pour survivre, pour se nourrir, pour payer. Parce que contrairement à ce qu'on pense, non, la fac n'est pas gratuite, non, c'est pas ouvert à tous, ce n'est pas vrai.
il faut avoir de l'argent. Voilà, il faut avoir de l'argent. Et moi qui n'en avais pas, qui n'avais pas le droit aux bourses, parce que sachez une chose, c'est que les bourses sont calculées sur les revenus des parents, mais qu'elles sont à des plafonds extrêmement bas. Donc, moi qui pourtant étais toute seule, je n'avais pas le droit aux bourses. Donc, obligée d'aller travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on travaille 8-10 heures par jour? Est-ce que vous avez la force de travailler toute une nuit supplémentaire pour rattraper vos cours de la journée, pour bosser comme une acharnée? Non, c'est pas possible. Donc, alors 70% des étudiants s'effondrent parce qu'ils n'y arrivent pas. Voilà. Parce qu'ils sont obligés de travailler, parce que ils trouvent même plus le temps, alors qu'ils ont payé leur université, alors qu'ils ont payé leurs bouquins qui valent une blinde. Mais vous imaginez pas ce que ça coûte. Les livres qu'on nous demande d'acheter pour nos études, tout ce qu'on nous demande d'acheter. Vous n'imaginez pas le financier qu'on dépense dans les universités publiques de bas niveau pour faire des études. Vous n'imaginez pas. Enfin bref. Quand on se retrouve confronté en plus à une absence de profs qui ne sont plus remplacés après la retraite, donc on n'a plus de profs, on a payé pourtant, on a payé la fac et tout ça, plus de profs, pas remplacés, en grève ou à la limite en grève ça se comprend, mais en arrêt maladie depuis 6 mois, pas de profs, c'est pas grave, pas remplacés, y a plus assez. Toi t'as payé tes études mais t'as plus rien, tu peux plus apprendre, tu peux plus étudier. Enfin, déjà j'ai connu ça il y a 15 ans. Mais c'est pas tout. Suite à ces problèmes-là, j'ai donc dû, par la force des choses, en ayant quand même terminé mes partiels avec 17 de moyenne, j'ai quand même dû arrêter parce que je n'avais plus les moyens financiers de payer mes études. J'ai cessé pour travailler. Je suis devenue maman. J'ai été confrontée à un système, alors là, complètement ahurissant, suite à la séparation avec le père de mes enfants du système en France aujourd'hui sous lesquels sont confrontés les parents célibataires. Je ne dis pas les mères célibataires ou les pères célibataires, je dis les parents célibataires qui sont confrontés à des difficultés mais dont les gens n'ont pas idée. C'est clairement pas possible de travailler en fait. Quand on vous demande 3 fois le montant d'un SMIC pour faire garder vos enfants pour aller travailler, les gens ne sont pas feignants. J'ai travaillé sans avoir l'âge légal pour le faire. Je vous l'assure, je ne suis pas fainéante du tout. Entre la restauration, l'agriculture et tout le bordel, je fais partie des métiers les moins fainéants de notre planète Terre. D'accord ? Donc ne me parlez pas, moi, de fainéantise quand on dit c'est juste parce que t'avais pas envie d'aller bosser. C'est faux. C'est parce qu'on nous empêche d'aller travailler. Clairement. Voilà. On nous rend esclaves de cette société de merde. Voilà. Donc j'ai été confrontée à ça. En plus, entre-temps, j'ai réussi, quand mes enfants, après avoir bataillé pour les rendre autonomes trop tôt, à mon goût, j'ai été contrainte de les rendre autonomes beaucoup plus tôt que ce qu'ils auraient dû être pour pouvoir aller retravailler. Mais entre-temps, j'ai repris des études. Voilà. Je me suis dit, bon, je ne peux pas me rendre physiquement dans un travail parce que ça me coûte trop entre la garderie, la cantine, l'essence et tout ça. Je n'ai pas les moyens financiers d'aller travailler, ce qui est gravissime en France de se dire ça. Eh bien, je vais reprendre mes études pour avoir un métier après qui va me permettre peut-être de m'en sortir un peu mieux. Mais j'ai changé de filière. Je dis, bon, bah, c'était compliqué dans les langues étrangères. Peut-être que si je pars là-dedans, je vais m'en sortir. Donc, j'ai entamé, dans une autre université, à Toulouse, Jean Jaurès, une licence une licence d'histoire et sociologie pour peut-être me dire, bon, bah, je vais rentrer dans l'enseignement, moi qui adore transmettre mon savoir à mes enfants, à ceux qui m'entourent. Je me dis, bon, bah, voilà, c'est peut-être un bon compromis. Peut-être que, voilà, je pourrais peut-être enseigner l'histoire dans les collèges, dans les machins, passionné d'histoire. Je peux peut-être en faire un métier d'une passion. Voilà. Donc j'ai vécu l'université 15 ans après y avoir été dans les âges normaux, c'est-à-dire à 18 ans. Là, je me retrouve à 30 ans, étudiante. Impossible. J'ai dû batailler, demander mes droits de mère, de demander des dérogations avec des courriers de plusieurs pages,
à ma région pour conserver mes droits de mère, parce qu'à savoir que le statut étudiant prévaut sur vos statuts de parents. Mais est-ce que c'est normal en fait? Enfin non, on a le droit d'être parents et étudiants, sauf que non, le statut d'étudiant prévaut. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vous sucre tout. On vous sucre tout. Vous êtes étudiant, c'est-à-dire que vous ne valez rien, clairement. Vous ne valez rien. On vous enlève tout. Plus le droit à rien. Donc il a fallu que je me batte. Ça a pris 6 mois. 6 mois pour qu'on me rende mes droits. Pour avoir droit, et je précise, hein, droit, je parle de 460 € sur 10 mois. Parce que savoir que les bourses étudiants sont octroyées sur 10 mois, pas 12. D'accord? Donc c'est-à-dire que pendant 2 mois, vous êtes livré à vous-même. À vous de vous démerder. Je me suis battue pendant 6 mois pour obtenir 460 € de bourse pour étudier sur 10. Sur 10 mois, sur 12. Bref, avec 3 enfants à charge. Hein, ok? Ça n'a pas fonctionné. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Il aurait fallu que je travaille 35 heures. Et encore, les gens qui travaillent 35 heures savent pertinemment que ce n'est pas parce que tu travailles 35 heures que tu peux faire vivre ta famille. Vous le savez tous aujourd'hui, n'est-ce pas? 35 heures ne suffisent pas. 40, 45 non plus. Je l'ai fait après, vous allez comprendre. Donc, voilà. J'ai laissé tomber. Mais alors, en dépression totale, j'ai fait une dépression. J'ai arrêté ma 2e licence. Dégoûtée de comment les choses se passaient pour nous étudiants et pour tout un tas de choses autour de moi. Hein. Il y a eu les gilets jaunes en plus dans le même temps. Donc j'ai été gilet jaune, oui. N'en déplaise à certains, j'ai été gilet jaune. J'ai été en première ligne sur toutes les manifestations de Toulouse. Je faisais 2 heures de route avec mes camarades, enseignants, infirmiers, maraîchers, tout corps de métier confondu. On partait ensemble de chez moi, donc j'habite à côté de Narbonne. On partait de là, on faisait 1h30, 2 heures de route pour aller à Toulouse, se prendre des gaz dans la gueule et tout ce qui s'ensuit. Je ne vous parlerai pas de tout ce qu'on a vécu, c'est juste une honte. C'est juste une honte, un scandale de voir que des mères de famille, des enseignantes, des infirmières ont été massacrées comme on a été. Ben, moi, j'en ai fait des cauchemars, mais je vous raconte même pas tout ce qu'on a vécu. Ce que vous voyez là aujourd'hui pour les agriculteurs, c'était pire encore. Pire, parce que les forces qui étaient déployées étaient 10 fois supérieures à celles-ci, que je déplore et qui me mettent hors de moi quand même, mais hors de moi. C'est pour ça que j'en viens à faire cette vidéo d'ailleurs. Donc voilà, 2e abandon d'études, ce n'est pas possible aujourd'hui de s'en sortir, on ne peut pas s'en sortir, ce n'est pas possible. Donc du coup, je décide de me dire, bon ben, Mylène, arrête les études supérieures, ça te conduit à rien, ça fait 2 fois que t'essayes, 2 fois qu'on te fout des bâtons dans les roues, 2 fois que survivre compte plus que envisager un avenir, ça ne marche pas, donc essaye de trouver un métier que tu peux apprendre, qui va te nourrir, qui va... Voilà. Donc, j'ai décidé, et là, envers et contre tout, ça a choqué la plupart des gens qui me connaissent, mais moi qui ai été élevée avec un papa qui m'a impliquée dans toutes les choses de la vie, dont la mécanique, puisqu'il essayait de réparer, étant une personne avec de faibles revenus, ses propres voitures, donc il m'a impliquée dans les réparations des voitures à l'époque quand j'étais petite, et j'appréciais beaucoup ce que je partageais avec mon papa, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas entrer en CFA, apprendre un métier directement sur le tas, puisque les études sup ne marchent pas. Je vais passer au CFA, donc j'ai fait un CAP. CAP d'abord carrossier, que j'ai eu, avec d'excellentes notes. Un CAP peintre que j'ai obtenu également l'année qui a suivi, pour lequel j'ai obtenu également d'excellentes notes. Donc j'ai été... on m'a remis des victoires de l'apprentissage par la Chambre des métiers de l'artisanat de Narbonne. J'ai fini première, 2 ans d'affilée. Je décide de poursuivre un peu plus dans l'apprentissage et dans la perfection. Donc je décide de partir en bac pro. Et là, catastrophe. Déjà, ça a été la catastrophe, à savoir... Pendant mon apprentissage en CAP, je me suis battue parce que, à savoir qu'à partir de 30 ans, faire un apprentissage, il faut se battre. C'est très, très compliqué. J'ai réussi et j'ai été avec des patrons absolument incroyables. Absolument incroyables. Donc, petite structure, hein, pas les marques dont je ne citerai pas les noms, mais
Je n'étais pas en concession, hein, j'étais donc avec des petits artisans, encore une fois, voilà, dans un petit garage familial tenu par un couple absolument incroyable, extrêmement humain, que je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils m'ont appris et la façon dont ils m'ont appris, puisque ça m'a permis d'avoir les victoires de l'apprentissage quand même, il faut le savoir. J'ai vécu tout ça et j'ai vécu aussi à travers eux les difficultés, encore une fois, dans leur situation. Petite entreprise, on veut pas. On veut pas que tu existes. Voilà, on t'assassine. On t'assassine par les charges, on t'assassine par les taxes, par tout ça, enfin par tout un tas de choses. Ils m'ont prise en tant qu'apprentie, voilà, parce qu'ils avaient le besoin de transmettre leur savoir. Donc ils m'ont prise en tant qu'apprentie, alors qu'ils n'avaient pas les reins assez solides, malheureusement, pour le faire, mais ils m'ont quand même donné ma chance. Et je les remercierai jamais assez pour ça, d'ailleurs. Et ça leur a coûté cher. Ça leur a coûté cher. Parce que pendant mon apprentissage, donc pendant le quinquennat Macron, ça a commencé à dégringoler. Le droit des apprentis, la rémunération des apprentis, les aides pour les patrons, qui ont commencé d'abord à diminuer et qui, aujourd'hui, j'en viens à là, sont complètement supprimées. Donc, j'ai fait ma première année de bac pro. Mes patrons, déjà, ont dû se séparer de moi et de ma petite collègue qu'ils ont prise après moi pour la former elle aussi, qui a été elle aussi première de son CFA lorsque je suis partie. Donc, donc ils ont dû se séparer de nous parce que ils ne pouvaient plus nous garder pour des raisons financières uniquement. Hein, voilà. Je quitte donc cette société, je trouve une autre société dans l'aviation, donc j'intègre pareil une superbe entreprise, toute petite encore une fois, avec un patron et son salarié dans l'aviation, donc je rencontre des gens absolument formidables, des mécaniciens aviation, des peintres, tout ça, donc du coup je me diversifie, j'apprends quelque chose de différent. Je fais ma première année de bac pro et là tout s'effondre. Macron supprime les aides pour l'apprentissage. Macron met en place des charges sur les apprentis. Et là, catastrophe. Combien on a été confrontés à perdre notre travail, notre apprentissage, à devoir tout arrêter parce que nos petits employeurs n'ont pas pu nous garder parce qu'ils ne peuvent pas payer des apprentis pour lesquels ils n'ont plus aucune aide, plus rien, en sachant qu'il faut quand même se mettre à leur place. Hein. Il faut se mettre à leur place. Payer un salaire quand leurs apprentis ne sont pas là une semaine sur deux, c'est compliqué. Déjà que c'est compliqué pour une entreprise qui doit payer un salaire pour son salarié qui est diplômé et présent 5 jours sur 7 dans la boîte. Imaginez pour un patron qui a son apprenti qui se barre une semaine sur deux. Il faut les comprendre, c'est pas possible. À un moment donné, voilà, c'est de la logique mathématique, tu peux pas y arriver, c'est pas possible. Donc, je me retrouve là aujourd'hui à avoir perdu mon travail, non pas parce que j'ai pas les qualifications, non pas parce que j'ai pas les capacités, mais parce que le gouvernement a encore une fois mis en place des choses totalement absurdes qui a fait que l'apprentissage est en train de s'effondrer. Voilà. Donc, quand j'entends des gens parler de fainéantise, des gens qui parlent oui, mais c'est juste parce que vous ne voulez pas trouver du travail, c'est juste parce que si, c'est juste parce que là, c'est des gens qui n'ont jamais été confrontés à toutes ces difficultés. Voilà. Et aujourd'hui, j'en ai marre. J'en ai marre. Je ne dors plus. Je n'ai plus de travail. Aujourd'hui, je suis maman avec 3 enfants et je touche 700 € de chômage. D'accord ? J'ai commencé à travailler très, 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 très jeune pour toucher 700 balles de chômage là. Qu'est-ce que je vais faire moi avec 700 € là ? C'est Noël. Comme des centaines et des centaines de milliers, des millions de Français. Je suis dans la merde pour offrir un Noël à nos enfants. Alors certes, Noël, c'est quoi ? C'est oui, mais aujourd'hui c'est de la consommation, c'est ci, c'est là, ta. Aujourd'hui même là, regardez ce qui se passe, on est en train de dézinguer Noël. Voilà, on est en train de dire qu'il faut plus de crèche, qu'il faut plus de Père Noël, qu'il faut plus de marché de Noël, qu'il faut plus ci, qu'il faut plus là. Non mais enfin, on va où quoi ? Mais regardez tout ce qui se passe. On va où ? On va où pour nos enfants ? Moi j'ai 3 enfants, dont 2 qui sont au collège. La moitié de leurs enseignants ne sont jamais là.
pas remplacé, pas fait. Non, mais enfin, les gamins ont un niveau scolaire, mais qui frise la nullité. Et pourtant, si vous saviez le temps que je passe avec eux après le boulot, à leur faire réviser leurs cours, j'ai quand même 2 licences, hein, en langue, en histoire et tout ça. Donc j'ai pas un niveau scolaire au ras des pâquerettes qui me permet à peine de leur faire une addition. D'accord? Moi, je prends leur cahier et je leur refais faire tous les cours d'histoire. Donc bref, je passe un temps fou à leur faire les cours pour rattraper les semaines d'absence de leurs enseignants qui ne sont pas là. Vous êtes au courant, vous le vivez vous aussi, tous derrière là, qui m'écoutez. Vous le voyez bien comment ça se dégrade. On fait quoi? On est en train d'en faire des gamins qui ne savent plus écrire, qui ne savent plus lire, qui ne sont plus capables de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un dicton qui dit « Le savoir, c'est le pouvoir ». D'accord? Et c'est la vérité. Savoir, c'est savoir se défendre, connaître ses droits, c'est avoir une pensée constructive, c'est tout ça. C'est être en mesure de se défendre et être en mesure du coup de réfléchir et de se révolter surtout. Voilà. Donc aujourd'hui, on empêche nos enfants de réfléchir, de se cultiver, de tout ça. Il faut arrêter. Ne me dites pas que je suis complotiste et que ci et que là. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Hein? Arrêtez. Donc j'essaye aujourd'hui de donner à mes enfants le moyen d'avoir un minimum de culture et tout ça, mais malheureusement, ce n'est pas enfin, tout le monde n'est pas en capacité de faire cette démarche, n'a pas le temps déjà, et n'a pas les connaissances pour le faire. Donc, cette partie-là de la population qui est encore en train de se battre pour cultiver ses enfants, pour leur apprendre à se défendre, à réagir face à tout ce qui se passe, on n'est pas assez nombreux aujourd'hui et on est trop peu nombreux, et c'est la volonté de notre cher gouvernement. Hein? On est bien d'accord. Aujourd'hui, voilà, moi j'ai passé la nuit entière à suivre tous les lives d'amis, de gens qui sont sur place, à se défendre contre ce qui se passe par rapport aux agriculteurs et tout ça, donc que je soutiens de tout cœur. Mais il ne s'agit plus que des agriculteurs, et ça fait bien longtemps qu'il ne s'agit pas que des agriculteurs. Et j'en peux plus. Je n'en peux plus. Il faut comprendre que déjà tout ce que les médias disent est faux, que c'est une propagande à laquelle on a affaire, gouvernementale. Ce n'est même plus caché, aujourd'hui c'est totalement assumé. Hein. Et que donc les gens qui entendent dire que les agriculteurs ont été violents, que ça justifie l'emploi de la force disproportionnée face à des citoyens, comme ont été les Gilets jaunes, face à des agriculteurs aujourd'hui, c'est normal. Non, ça ne l'est pas. Absolument pas. Et vous êtes tous d'accord, vous le savez tous, quand on n'est pas capable de foutre un hélico ou 2 centaures pour aller dans les cités, à Échirol, comme ça passe en ce moment à la télé, pour aller déloger les narcotrafiquants, mais par contre qu'on est capable de balancer tout ça sur des pauvres agriculteurs, il y a un souci, on est tous d'accord là-dessus, j'imagine. Voilà. Donc les forces, on les a, les moyens, on les a, c'est juste qu'on décide de ne pas les employer sur certaines catégories de personnes. Ce qu'on cherche, c'est le chaos, ce qu'on cherche, c'est que les gens abandonnent, se soumettent, n'aient plus la force de se révolter, c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Voilà. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer, hein, parce que moi, aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade, comme beaucoup sûrement, à plus dormir. Plus dormir. Je suis inquiète pour le lendemain, je suis inquiète pour l'avenir de mes enfants, pour la retraite de mes parents, qui ont travaillé toute leur vie, qui sont brisés aujourd'hui, pour mes grands-parents qui sont contraints d'être en EHPAD parce qu'on n'a déjà pas les moyens de se donner à manger nous-mêmes. Alors c'est très compliqué du coup d'avoir toute notre famille à charge pour les aider eux. Enfin c'est un vrai sketch quoi. On n'a même pas les moyens de mourir aujourd'hui, hein. Comme on dit, voilà, crever aujourd'hui ça vous coûte cher. Voilà, ça endette vos familles derrière, hein, parce qu'on n'a même pas les moyens de se payer un enterrement aujourd'hui, la plupart des Français. C'est quand même ouf. Et voilà, et bref, je n'en peux plus de cette déconnexion entre cette France-là qui se concentre sur une petite île, l'île de France, cette France qui est complètement déconnectée de la réalité de tout le territoire français, d'hommes-tom compris, de tout ce qu'on vit, la misère et la violence
qu'on vit du gouvernement, de l'État, j'en peux plus de tout ça. Et là, il est vraiment, vraiment temps. Je le disais déjà il y a 5 ans, avec les Gilets jaunes, 5-6 ans, je le disais déjà, mais je le pense encore plus aujourd'hui, en constatant et en le sachant déjà à l'époque que ça allait empirer. C'était évident. C'était évident, on nous traitait de complotistes. Mais moi, je le vivais bien, hein, ces insultes de complotistes et tout ça. Franchement, pas de souci, je suis complotiste. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a raison. Aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est calmé, il n'y a rien qui a changé. C'est pire que tout. Donc voilà, j'appelle les gens à, putain, mais arrêtez de penser que vous n'avez aucun pouvoir. Arrêtez de penser que, oui, mais là, je peux pas, parce que je peux pas me permettre de manquer un jour de boulot, parce que si, parce que là, sacrifiez un jour de votre travail. Montez à 1 million de personnes, 2, 3, 4, 5 millions de personnes. Un jour de travail. Et encore pour ceux qui travaillent le week-end. Parce que la plupart des manifs, quand même, elles sont le week-end, d'accord? Donc, faut arrêter. Ça vous coûte quoi? Un jour de votre vie pour tout ce qu'on est en train de vous sucrer. Pour toute la souffrance que vous vivez, pour toute la violence que vous vivez au quotidien. C'est quoi un jour? Rien. Je vous le dis, là, la Bulgarie vient de faire tomber son gouvernement. La Bulgarie, qui refuse l'entrée dans l'Union européenne, qui refuse l'euro, qui refuse tout un tas de choses. Une journée. 100 000 personnes sur la place à Sofia, capitale de la Bulgarie, d'accord? Une journée, 100 000 personnes. Ils ont fait tomber leur gouvernement. Qu'est-ce qu'on attend? On a été 100 000 personnes, et bien plus même, mais divisés. Divisés un peu partout. Qu'est-ce qu'on attend pour être 100 fois plus, 1000 fois plus, là-haut? Alors certes, on le sait tous, hein. Il va se barrer l'autre, hein. On le sait. Il va aller se planquer, il va faire comme avec les Gilets jaunes. Tous les week-ends, il prenait un petit avion, hein. Écologie. Passage, écologie. Prenez un petit avion avec l'argent qu'on lui donne pour payer son kérosène pour foutre dans son avion, pour se barrer tous les week-ends où il y avait les manifs à l'étranger. On le sait, il va faire pareil. Jamais de la vie, il va se confronter aux citoyens en colère, on le sait tous. Il va se barrer avec sa Brigitte là, qui chie à la gueule d'ailleurs de tous les mouvements féministes qui se battent pour les droits des femmes et j'en passe. Je ne me prononcerai pas sur tout ça, hein. Vous pensez ce que vous voulez, je m'en bats les couilles aujourd'hui. Faut arrêter de penser qu'il y a un mouvement, une bataille aujourd'hui. Faut qu'on oublie absolument tout ce qui est syndicat, faut qu'on oublie absolument tout ce qui est parti politique. Il faut qu'on oublie tout ça. Il n'y a plus de syndicats, de partis politiques, de ci, de droite, de gauche, de féministes, pas féministes. Non. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête tout ça. Parce que ça nous divise et c'est voulu. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on y aille sans étiquette, en tant qu'humain. Humain. C'est la seule étiquette qu'on doit avoir aujourd'hui pour aller se battre. En tant qu'humain. Et oui, je parle bien de me battre. Je parle bien de me battre. Parce que c'est une bataille, une vraie guerre qu'on doit mener aujourd'hui. Pour nos vies, pour nos enfants, pour nos droits. Tout ce qui se passe là aujourd'hui, moi je vous le dis sincèrement, moi qui ai toujours été présente, ma petite sœur était pompier volontaire, tout ça, j'ai toujours été présente pour les cérémonies, hein, donc devant les monuments aux morts et tout ça, j'ai toujours été présente jusqu'à maintenant. Ça fait 2 ans que j'y vais plus. Pourquoi? Parce que pour moi c'est une honte. C'est une honte d'aller honorer des gens qui sont morts pour nous, pour nos droits, et de leur chier à la gueule tout le reste de l'année, en baissant notre froc et en se laissant, pardonnez-moi du terme, enculer sans vaseline. Au passage, la vaseline qui coûte plusieurs centaines d'euros le litre, aujourd'hui la plupart des Français n'ont même pas les moyens de se payer 1 litre de vaseline pour se faire enculer. Donc c'est à sec et avec du gravier. Voilà. J'ai même plus envie en fait. J'ai même plus envie d'aller devant ces monuments et de rendre honneur parce qu'en fait on leur rend pas honneur. Au quotidien on ne leur rend pas honneur. Donc il faut qu'on arrête d'être faux cul à aller devant des monuments alors que toute l'année on se laisse enculer pendant que ces gens-là sont morts pour ce qu'on a aujourd'hui. Leur rendre honneur aujourd'hui, c'est pas d'aller à une cérémonie devant un monument aux morts. Leur rendre honneur aujourd'hui, c'est de monter là-haut et de les faire dégager. Voilà. Bref, les gens,
Je vous en supplie. Réagissez et cessez avec vos phrases à la con. Oui, mais je peux pas. Oui, mais si. Oui, mais là. Oui, mais ils vont nous virer de notre boulot. Oui, mais nanani. Oui, arrêtez. On est en train de crever. De toute façon. Que vous alliez bosser ou pas, on meurt. Une journée. Putain. Une journée, les gars. Une journée. S'il vous plaît. S'il vous plaît.